Eh bien, Trump et Elon se sont déclarés la guerre ce week-end, et Elon a révélé au monde que Trump figure dans les dossiers Epstein. Kash Patel a eu vent de cette révélation explosive alors qu'il était en plein milieu d'une interview avec Joe Rogan consacrée à convaincre le public qu'Epstein s'est bel et bien suicidé. Donc, une fois de plus, il va revenir à nous tous, les théoriciens du complot, de terminer le travail. Et aujourd'hui, je vais guider Kash ainsi que nous tous à travers tous les points non résolus de l'affaire Epstein qu'il pourrait vouloir approfondir, s'il voulait trouver des réponses. De plus, à la fin, nous avons une théorie croustillante qui pourrait expliquer toutes les histoires contradictoires venant de l'administration. Bienvenue à nouveau sur Candace. Au revoir maintenant. Je suis sûr que vous avez entendu parler de toute cette histoire où Elon Musk a déclaré la guerre à Donald Trump et de tout le drame qui s'en est suivi. Tout cela s'est déroulé pendant le week-end, même si ça a été presque immédiatement éclipsé par le début de la saison des émeutes à Los Angeles, dont nous parlerons plus tard dans la semaine. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant ça. La Russie a maintenant proposé l'asile politique à Musk. Et c'était évidemment une blague, mais en même temps, pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Genre, et alors? Mais tout cela a été ponctué par la présence de Kash Patel dans le podcast de Joe Rogan pour une interview de 2 heures. Et bien que l'épisode de Rogan n'ait été diffusé que le lendemain du tweet choc de Musk, dans un retournement de situation hilarant, le tweet est tombé pendant qu'ils enregistraient et Jamie l'a affiché en direct dans le studio. La réaction de Kash était hilarante. Regardez ça. On dirait qu'Elon et Trump sont un peu en train de se chamailler, Joe. Tu veux regarder le tweet qu'Elon vient juste de publier il y a un instant? Il est temps de lâcher la grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Bonne journée. Jésus-Christ. Je ne participe à rien de tout ça. À cette conversation entre Elon et Trump. Bonne journée, DJD. Il y a tellement de gens qui s'effondrent. Ils vont et viennent sur différents sujets. Ouais, eh bien... Il a dit qu'il était déçu par Elon. Ouais, il lui a dit de partir. Jésus-Christ, c'est dingue de dire ça. Comment le sait-il? Est-ce qu'il sait que Donald Trump est dans les dossiers Epstein? A-t-il accès aux dossiers Epstein? Je ne vois pas comment il pourrait, mais je préfère rester en dehors de l'histoire Trump-Elon, c'est bien au-delà de mon domaine. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils font? Je connais mon domaine, et ce n'est pas ça. Je connais mon domaine et ce n'est pas ça. C'est vrai, Kash. J'aurais vraiment aimé que Jamie ait monté l'épisode pour qu'on ait la vidéo des yeux de Kash au moment où le tweet est apparu à l'écran, parce que je suis très curieux de savoir ce qu'il essayait de cacher dans son expression. C'était, dans l'ensemble, une expérience assez folle. Je suis sûr que Kash se souviendra de ce moment toute sa vie. Mais au final, sous tout ce drame, on a beaucoup appris sur ce à quoi s'attendre concernant l'affaire Epstein et sur ce qu'on peut attendre de Kash Patel et Dan Bongino, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, c'est pratiquement rien. Regardez plus de ce que Kash a dit pendant l'interview. Encore une fois, on va vous donner tout ce qu'on peut et il faut que les gens se rappellent qu'on ne va pas revictimiser les femmes. On ne va pas remettre ça sur le devant de la scène. Ça n'arrivera pas, parce que sinon, c'est lui qui gagne. On ne le fera pas. Tu veux me détester pour ça? Très bien. Encore une fois, c'est la logique qui s'applique. S'il existait une vidéo d'un type ou d'une nana en train de commettre des crimes sur une île et que j'étais responsable, tu ne crois pas que tu la verrais? Si tu y as accès. Si je l'ai, point. Si je l'ai. Donc, Où est-ce que ça pourrait être autrement? c'est ça. Si tu l'as. C'est ça. Mais tu ne peux pas dire que tu l'as. Non, On vous donne tout ce qu'on a jusqu'à présent. jusqu'à présent. Tout ce qu'on a jusqu'à présent, c'est... Est-ce que vous avez passé en revue toutes les vidéos disponibles? Oui, c'est ce que je te dis. C'est ça qui prend autant de foutu temps. Donc, en dehors du fait que tout cet échange est super confus, il n'y a apparemment aucune vidéo. Ou alors tout ce qu'on a jusqu'à présent est en train d'être... c'est un peu flou, mais Kash précise bien que ce que nous voulons tous voir dans les vidéos n'y est pas, c'est-à-dire tous ces milliardaires et hommes politiques puissants filmés en train de commettre les crimes qui servaient de moyen de chantage. Et on sait que le FBI a confisqué à l'origine des cartons et des cartons de cassettes. En plus, plus tôt cette année, il y a eu ce moment où l'un des journalistes d'investigation de James O'Keefe a surpris Pam Bondi en caméra cachée en train de dire ceci. Est-ce que vous savez? Vont être publics bientôt. D'accord. Vous avez des dates?
comment tu sais vraiment ce que c'est? Parce qu'il y a littéralement 1000 vidéos différentes, tu vois. Ouais. Et c'est tout avec des petits-enfants. Donc ils doivent toutes les examiner une par une. Donc après ça, elle est sortie et a fait cette déclaration, la même, lors d'une interview dans les médias traditionnels, sans doute pour sauver la face. Voilà ce que c'est. Le FBI, ils examinent, il y a des dizaines de milliers de vidéos d'Epstein avec des enfants ou de la pornographie infantile. Et il y a des centaines de victimes. Et aucune victime ne sera jamais rendue publique. C'est juste le volume. Et c'est ce qu'ils sont en train de traiter en ce moment. Le FBI examine cela avec diligence. Donc, Qu'est-ce qui se passe ici? Comment expliquer que ces deux personnalités publiques expérimentées tiennent des propos aussi radicalement différents? D'un côté, Cash pourrait être compromis. Peut-être que sa famille est menacée ou quelque chose dans ce genre. Mais alors Bongino devrait aussi subir la même pression, ainsi que beaucoup d'autres personnes autour d'eux. Donc, si ce que dit Bondi est vrai, alors les agents du FBI ont tous vu ces vidéos. Et la dissimulation de toute cette affaire devrait être incroyablement vaste en ce moment, aujourd'hui. Donc, j'ai du mal à croire que cela pourrait même fonctionner. Ou alors, Pam Bondi pourrait être compromise et peut-être diffuser intentionnellement de la désinformation, soit pour saper délibérément la confiance envers Cash en prétendant qu'il possède des choses qu'il n'a pas, soit elle pourrait simplement être une politicienne idiote lançant de grandes déclarations sarcastiques devant les caméras. Mais les affirmations qu'elle avance n'ont été initialement captées que par une caméra cachée, et ce n'est qu'une fois que cela a circulé sur Internet qu'elle a réellement fait ces déclarations publiquement. Il y a donc tout un terrier de lapins dans lequel on peut tomber à ce sujet. L'implication de Pam Bondi dans l'affaire Trayvon Martin en Floride il y a environ 10 ans qui, à bien des égards, a donné naissance à tout le mouvement BLM. Il est tout à fait possible que Pam soit compromise, mais je pense qu'il est plus probable qu'elle aime simplement être sous les projecteurs et qu'elle cherche avant tout à faire avancer sa propre carrière. Mais en gros, toutes les théories se résument à une seule grande question. Est-ce que Cash ment sur ce qui est à sa disposition? Ou bien, est-ce qu'il rapporte fidèlement ce qui est à sa disposition? Ou bien s'agit-il de la mystérieuse troisième option dont nous parlerons à la fin? À mon avis, il est cependant bien plus probable qu'il rapporte fidèlement ce qu'il possède et il est utilisé intentionnellement pour son passé en matière de divulgation, pour son côté fouineur, pour sa quête de la vérité et sa lutte contre l'État profond. Et il me semble que Cash et Dan sont peut-être tout simplement manipulés et utilisés comme des boucs émissaires involontaires pour couvrir la véritable histoire. Effacer et détruire toutes les preuves qui ont été collectées, voire même produire quelques vidéos et autres fichiers soigneusement fabriqués, pour les laisser traîner, les déposer dans une pièce vide sans aucune piste, et que peuvent faire ces gars-là? Encore une fois, ça ne colle pas vraiment avec Pam Bondi, qui ne cesse de clamer que le FBI traite des quantités bibliques de preuves, mais bon. On dirait bien, encore une fois, que ce sera à nous, les théoriciens du complot, de faire leur travail à leur place. Parce que pendant que tout le monde perd la tête à cause du drame Trump-Musk, il y a une raison pour laquelle nous nous soucions tous autant d'Epstein. Epstein n'est pas seulement un prédateur d'enfants qui a fait du mal à des mineurs. Epstein représente la fuite de sécurité nationale la plus dommageable de l'histoire des États-Unis. Et cette fuite est toujours grande ouverte. Alors, que quelqu'un dise à Kash Patel que si vous ne possédez pas les enregistrements de chantage qu'Epstein collectait, des personnes comme, prétendument, Bill Gates, Bill Clinton, le prince Andrew, Marvin Minsky, Glenn Dubin, Leon Black, Sergey Brin, Bill Richardson, George Mitchell et bien d'autres encore, cela signifie que quelqu'un d'autre possède toujours ces enregistrements. Cela signifie que quelqu'un d'autre les détient encore. Dieu seul sait combien de membres de notre administration actuelle, du gouvernement permanent, de dirigeants d'entreprises et de célébrités sont tous victimes de chantage en ce moment même, aujourd'hui. Nous savons que ces enregistrements existaient. Nous savons que le FBI a perquisitionné son manoir et en a confisqué un grand nombre. Ils ne sont pas portés disparus parce que les gentils les auraient égarés. Ils ont disparu parce que des personnes au sein d'une des administrations précédentes ont étouffé l'affaire. Maintenant, pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Eh bien, il n'est pas nécessaire d'être très malin pour s'en rendre compte. Le seul type de personne qui couvrirait une telle affaire serait quelqu'un travaillant pour les maîtres chanteurs. Évidemment. Et donc, cela va de soi. Qu'ils ne les auraient pas tous détruits définitivement. Ils les auraient simplement effacés de vos archives, de vos dossiers et de vos casiers de stockage, cache.
Les maîtres chanteurs détiennent évidemment toujours ce moyen de pression. Les deux hommes les plus puissants de notre pays, ou du moins c'est ce qu'on nous dit, Donald Trump et Elon Musk, sont tous deux des cibles potentielles de ce chantage, selon à qui vous demandez. La confiance dans notre gouvernement fédéral et ses agences est au plus bas, et pour de bonnes raisons. Il est tout à fait possible, voire probable, que d'anciens présidents, depuis Bill Clinton, figuraient également sur cette liste de chantage. Ce n'est pas le genre de conneries qu'on va voir, que tu regardes dans le dossier et que tu te dises « Tiens, il n'y a rien ». Je suppose qu'il n'y a rien à voir, affaire classée. Frérot, tu es le FBI. Ton boulot, c'est d'enquêter là-dessus. Le boulot de CNN, c'est de recevoir une note et de simplement nous rapporter ce qu'elle dit. Et pourtant, il semble que presque tout ce que nous savons sur Epstein et son réseau provient des journalistes d'investigation, des témoignages de victimes et des lanceurs d'alerte. La seule chose que le gouvernement fédéral a apporté à l'enquête sur l'entreprise criminelle la plus importante de ces dernières générations, c'est d'aider à l'étouffer. Comme cette fois où Alex Acosta lui a offert un accord de plaidoyer très avantageux et a détourné le regard, parce que quelqu'un lui a dit qu'Epstein appartenait au service de renseignement et qu'il fallait le laisser tranquille. Ou lorsque des hauts responsables de la justice en Floride ont à plusieurs reprises empêché le chef de la police de Palm Beach, Michael Ryder, de faire tomber Epstein plus tôt. Ou quand Bill Barr, dont le père avait embauché Epstein sans qualification pour son premier poste d'enseignant à la Dalton School, Bill Barr a supervisé la détention et le suicide de Jeffrey Epstein. Mais Cash semble jeter l'éponge et considérer l'affaire comme close, comme s'il ne pouvait rien faire pour remuer le couteau dans la plaie et révéler davantage d'informations. Le contenu des fichiers est apparemment tout ce qui existe. Et, au grand embarras du FBI, Cash. Apparemment, lors de son interview avec Joe Rogan, Patel n'était pas au courant des nombreux reportages des médias traditionnels. Que, non seulement les images de la première tentative de suicide présumée d'Epstein étaient apparemment manquantes, puis effacées par erreur administrative, mais en plus, si vous regardez les dates, 2 des caméras situées à l'extérieur de sa cellule, le jour où il se serait suicidé, ne fonctionnaient apparemment pas. Apparemment, Cash n'était pas non plus au courant de la seconde autopsie. Cela semblait indiquer, du moins selon ce médecin, qu'il était impossible qu'il s'agisse d'un suicide compte tenu de la façon dont son cou était brisé. Regardez ça. Avez-vous déjà vu, vous souvenez-vous de cette émission d'autopsie de HBO? Dr. Michael Baden, c'est un célèbre expert en sciences forensiques. Il est donc pathologiste, il a examiné le dossier et a conclu qu'il s'agissait d'un homicide, à cause de la façon dont son cou a été brisé. Ce qu'il a dit, c'est que cela indiquait une strangulation par ligature. Et c'était à cause de la position des marques sur le cou qui n'étaient pas caractéristiques d'une pendaison par le poids du corps, ce qui aurait laissé des traces plus haut sur le menton. Et il y a une fracture spécifique des os et des vertèbres qui correspond à quelqu'un qui a simplement été étranglé à mort. Je ne l'ai pas vu. Je vais certainement y jeter un coup d'œil, car cela fait partie de mon travail. Toi? Vous n'avez pas vu ça? Le rapport? Ouais. Non, je n'ai pas regardé ça. En avez-vous vu? Une autre autopsie que l'autopsie officielle a-t-elle été pratiquée? À ma connaissance, non. Mais s'il y en a un, vous l'aurez. Et c'est ce que nous faisons. Eh bien, le reste du monde l'a compris, Cash. Vous pouvez en lire sur Law & Crime ou sur de nombreux autres sites web. Et pour être juste, Baden, cet autre médecin qui a donné ce second diagnostic, il a été engagé par le frère d'Epstein, Mark Epstein, pour enquêter. Et c'est lui qui a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais plutôt d'un meurtre. Mais, vous savez, vous pouvez vous renseigner par vous-même. Le fait est simplement que Cash semble ne se soucier que de ce qu'il y a dans ses dossiers, mais qu'en même temps, il est moins informé sur l'affaire que le journaliste moyen sur Twitter concernant l'état des choses. Alors aujourd'hui, nous allons donner un petit coup de main à Cash, parce que ce n'est pas JFK. La plupart des prétendus co-conspirateurs et auteurs sont encore en vie et en liberté. La plupart des victimes sont encore en vie et prêtes à parler. La plupart des témoins sont encore là dehors. La plupart des scènes de crime existent encore. Alors commençons par le début et jetons un rapide coup d'œil à tous les innombrables endroits où Cash pourrait facilement commencer à chercher plus de réponses, s'il voulait vraiment assurer la sécurité de notre nation. Les premières victimes à avoir témoigné officiellement étaient Maria et Annie Farmer. Maria Farmer a été recrutée à la New York Academy of Art lorsque Eileen Guggenheim l'a présentée à Jeffrey Epstein au milieu des années 90. Elle et sa sœur de 16 ans sont 2 des premières victimes connues des agressions sexuelles présumées d'Epstein et de Ghislaine Maxwell.
Eileen Guggenheim est toujours présidente du conseil d'administration de la New York Academy of Art, comme indiqué aujourd'hui sur leur site web. Et ce, malgré une pétition lancée en 2020 demandant sa démission et la démission de nombreuses autres membres féminines du conseil d'administration en signe de protestation. Mais ne vous inquiétez pas, l'école a bien pris soin de donner 30 000 $ à une association caritative pour les victimes d'agressions sexuelles, donc tout va bien. Guggenheim, issue de la famille et du milieu dont elle provient, continue naturellement à mener une vie aristocratique jusqu'à aujourd'hui. Farmer affirme qu'elle a rencontré Donald Trump un jour dans le bureau d'Epstein, se souvenant que Trump l'a dévisagé avant que M. Epstein ne l'informe qu'elle n'est, je cite, « pas pour toi ». Et donc, souvenez-vous, à partir de maintenant, tout ce que nous allons lire aujourd'hui ne sont que des allégations. Parce qu'aucun directeur du FBI n'a jamais fait beaucoup plus, voire quoi que ce soit, pour vérifier ou examiner ces choses. Ainsi, la grande majorité de ces allégations n'ont jamais été prouvées ni même examinées devant un tribunal. D'accord, mais elle se souvient d'un défilé de jeunes filles passant par la maison d'Epstein et à qui l'on disait qu'il s'agissait d'auditions de mannequins pour Victoria's Secret. Nous reviendrons sur Leslie Wexner et son rôle dans toute cette affaire dans un instant. Elle a également été l'une des premières à mentionner Bill Clinton, bien qu'elle ait précisé ne l'avoir jamais vu en personne. Lorsqu'elle a découvert que sa sœur de 16 ans avait également été agressée, elle aurait contacté le NYPD et le FBI, qui ont simultanément nié avoir été contactés par elle, tout en la recontactant des années plus tard à ce sujet, bien qu'il ne semble jamais rien en être ressorti. Elle a déclaré avoir également fait part de ses préoccupations aux dirigeants du milieu artistique, notamment à Mme Guggenheim, mais a déclaré Mme Guggenheim ne semblait pas prendre la question au sérieux. Je me demande pourquoi. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, elle s'est adressée à un magazine national. Ghislaine Maxwell aurait commencé à l'appeler et à la menacer en lui disant notamment « Fais attention et surveille tes arrières. Je sais que tu empruntes tout le temps la West Side Highway. Pendant que vous êtes là-bas, soyez très prudents, car il y a de nombreuses façons de mourir. » On ne peut que l'imaginer, le genre d'appel téléphonique que le magazine a reçu parce que l'article n'a jamais été publié. Et ainsi, les agissements d'Epstein se sont poursuivis sans interruption pendant plus d'une décennie. Finalement, des centaines de victimes ont parlé à la police et aux journalistes. Et heureusement, certains d'entre eux ont trouvé un policier qui les a écoutés, un des véritables héros de cette histoire. Joseph R. Carey était un détective décoré de Palm Beach qui a ouvert une enquête sur Epstein en 2005 et a finalement porté des accusations contre lui en 2008. Bien que ces accusations n'aient rien fait pour arrêter Epstein et l'aient à peine ralenti, elles ont permis de recueillir une grande quantité de preuves. Cela a ouvert la voie aux journalistes et aux forces de l'ordre qui allèrent le traquer. Mais il est décédé en 2018 d'une maladie mystérieuse et soudaine, peu de temps après avoir témoigné devant le tribunal au sujet de cette affaire. Un timing vraiment étrange. La seule information publique que j'ai jamais pu trouver à ce sujet provient du Palm Beach Daily News du 1er juin 2018, où il était simplement indiqué ceci. Il est décédé le vendredi 25 mai 2018 après une brève maladie. Il avait 50 ans. Aucune autre information concernant la cause du décès n'a jamais été communiquée. Je ne sais pas quoi en penser. Un autre héros du premier chapitre de l'enquête était Michael Ryder, le chef de la police de Palm Beach, qui a pris son détective au sérieux lorsqu'il a entendu les allégations. Et il a aidé Ricari à enquêter et à monter le dossier contre Epstein en 2008. Il a protesté bruyamment contre l'accord de faveur accordé à Epstein, le qualifiant de pire échec du système judiciaire moderne. Et tant qu'on y est, je veux aussi mettre en avant certaines des victimes courageuses qui se sont exprimées publiquement et qui sont responsables de la majeure partie de ce que nous savons, et de toute la petite part de justice rendue à Ghislaine Maxwell pour ses crimes. Annie et Maria Farmer, Virginia Giuffre et Joanna Sjoberg, parmi tant d'autres, ont fourni certains des témoignages les plus détaillés et les plus importants au fil d'années de batailles juridiques dangereuses et éprouvantes. Sans le courage de ces femmes, Epstein serait probablement encore libre aujourd'hui et continuerait à emmener des enfants sur ses îles privées. Sans elles, nous n'aurions probablement presque aucun nom de ceux qui étaient également impliqués dans les abus, le trafic et l'étouffement de l'affaire. Plus tôt cette année, Virginia a payé le prix ultime pour son combat lorsqu'elle est décédée, apparemment par suicide. Et je sais que beaucoup de gens penchent vers l'idée que ce n'était pas un accident. Il est important de comprendre que nous n'en savons réellement rien avec certitude. Virginia a vécu une vie incroyablement difficile en tant que survivante. Les épreuves qu'elle a traversées l'ont brisée. Elle était malade. Elle avait perdu la garde de ses enfants et on l'empêchait de les voir dans les mois précédant son décès.
Son mari, depuis 22 ans, serait devenu violent et l'aurait battue au point qu'elle soit hospitalisée, avant de déposer une ordonnance restrictive familiale contre elle et de lui retirer ses enfants. S'il vous plaît, ne minimisez pas la force dont cette femme a fait preuve pour affronter tout cela, en ignorant toute la douleur et la tragédie qu'elle a dû endurer. Peut-être qu'elle s'est suicidée, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, elle a été une héroïne pour ce qu'elle a fait afin de faire tomber Epstein. Et elle mérite d'être reconnue pour ce combat, pour l'ensemble de ce combat, et non d'être transformée en caricature pour alimenter des théories du complot. Parce que sans Virginia, il est tout à fait possible qu'Epstein serait encore en liberté. Il est tout à fait possible que cela se produise encore. Et nous n'aurions peut-être jamais su que nombre de ces pédophiles fréquentaient les cercles du pouvoir. Et nous allons en parler en détail dans une minute. Mais avant tout, je voudrais prendre une minute pour vous parler de la méthode Lean. Et vous allez croire que je décris des injections pour perdre du poids, mais ce n'est pas le cas. Ces témoignages remarquables de perte de poids proviennent d'un complément alimentaire pour la perte de poids formulé par des médecins et appelé Lean, Patty S. J'ai enfin trouvé un produit minceur qui fonctionne, a-t-elle déclaré. Je voulais perdre 9 kilos et le fait de manger maigre me coupe vraiment l'appétit. Laurie M. J'ai écrit « J'ai eu du mal à perdre du poids et Lean m'a sauvé la vie. Je perds 1 kilo par semaine, voire plus. » Kelly F. a dit « Incroyable. J'ai immédiatement constaté un regain d'énergie et une perte de poids saine. Je recommanderais ce produit à n'importe qui. » Lean a été créé par un médecin et un chercheur universitaire pour cibler les objectifs des GLP-1, mais sans les injections. Les ingrédients étudiés dans Lean ont démontré qu'ils réduisent la glycémie, diminuent radicalement l'appétit et brûlent les graisses en les transformant en énergie. Si vous avez du mal à perdre du poids et qu'une alimentation saine et de l'exercice ne suffisent pas, Lean est fait pour vous. Commencez dès maintenant avec 20% de réduction. Il vous suffit d'utiliser le code Candice20 sur TakeLean.com. C'est le code Candice20 sur TakeLean.com. Encore une fois, TakeLean.com. Les résultats varient. Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la FDA. Elles ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie et ne remplacent pas les soins d'un professionnel de santé. Et maintenant, laissez-moi vous parler de PureTalk. Et si je vous disais que vous pouviez réduire de moitié votre facture de téléphone portable tout en soutenant une entreprise américaine qui partage vos valeurs, des valeurs comme le soutien à nos anciens combattants et la création d'emplois américains. Et si je vous disais que vous n'avez pas à sacrifier la couverture car vous serez sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique, je parle de la seule entreprise de téléphonie mobile recommandée par Candice, PureTalk, une entreprise dirigée par des vétérans qui investit dans une équipe de service client basée aux États-Unis, afin que vous bénéficiez du meilleur support possible. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, rejoignez les centaines de milliers de personnes qui ont réussi à réduire leur facture de téléphone portable de moitié, c'est exact. La famille moyenne économise plus de 1 000 $ par an en passant chez PureTalk. Changez d'opérateur en seulement 10 minutes en allant sur puretalk.com/OWENS. Avec des forfaits à partir de seulement 25 $ par mois, qu'attendez-vous? Allez sur puretalk.com/OWENS et passez chez PureTalk. Un service sans fil par des Américains pour des Américains. Alors, puisqu'on parle de pédophiles dans les couloirs du pouvoir, commençons par le prince. Le prince Andrew. Virginia a été assez intelligente et rusée pour jouer la bonne victime et elle a demandé à prendre une photo avec le prince. Elle a dit qu'elle voulait quelque chose à montrer à sa mère de ses voyages et ses ravisseurs ont bêtement accepté et l'ont prise avec son appareil photo. Cette unique photographie est probablement l'une des pièces à conviction les plus importantes de l'histoire récente. Cette seule photo a provoqué une onde de choc dans le monde entier et a stoppé la famille royale britannique net. Elle a également suscité l'attention des médias internationaux sur l'affaire plus vaste et a apporté un poids clair et tangible à l'ampleur des opérations d'Epstein. Même la personne la plus ordinaire peut voir cette photo et comprendre qu'il n'y a aucune explication pour que le prince ait sa main autour. Une fille de 17 ans, de cette manière, dans ce contexte, avec cette personne en arrière-plan. Grâce au courage de Virginia qui s'est manifesté, d'autres ont suivi, puis encore d'autres, jusqu'à ce qu'il y ait des centaines de victimes. Les dépositions ont commencé à s'accumuler, les médias se sont rués sur l'affaire et des noms ont commencé à sortir. Certains étaient des hommes qui étaient clairement des cibles de l'opération de chantage, comme l'était le prince Andrew. Mais d'autres semblaient osciller entre la position de victime de chantage et celle de maître chanteur. Des hommes prétendument pervers, peut-être, mais peut-être aussi impliqués dans la structure financière, logistique ou juridique de cette conspiration qui se cachait à la vue de tous. Dans les plus hautes sphères du pouvoir. Donc, sans ordre particulier, voici simplement une poignée de ces hommes qui sont encore disponibles pour être interrogés aujourd'hui, si Cash le souhaite.
Leon Black, le milliardaire fondateur d'Apollo Global Management, l'un des gestionnaires d'actifs les plus puissants au monde. Il a payé plus de 180 millions de dollars à Epstein pour des conseils fiscaux et aurait économisé plus de 1,3 milliard de dollars en utilisant ses stratégies d'évasion fiscale. Il a également été accusé d'agression sexuelle en lien avec Jeffrey Epstein par plusieurs victimes, dont l'une était une adolescente atteinte de trisomie 21 et d'autisme. Leon Black a nié les accusations, et finalement, toutes les charges ont été réglées ou abandonnées. Il a démissionné de la plupart de ses postes confortables, mais il est toujours là, poursuivant ses activités, profitant de sa vie de petit milliardaire heureux. Larry Summers, qui a joué un rôle déterminant dans la déréglementation ayant conduit directement à l'effondrement de 2008, a rencontré Jeffrey Epstein plus d'une douzaine de fois entre 2013 et 2016. Après que Jeffrey Epstein ait déjà purgé une peine pour sollicitation de prostitution auprès d'une mineure et après que Harvard ait cessé de recevoir ses dons. Peut-être qu'ils étaient simplement amis. Quoi qu'il en soit, Larry Summers a récemment siégé au conseil d'administration d'OpenAI. Il enseigne toujours à la Harvard Kennedy School et nous donne des conférences sur l'économie, qu'il a contribué à détruire au cours des 70 dernières années. Il est très riche, se porte très bien et est disponible pour répondre aux questions si besoin est. Alan Dershowitz. Il était l'un des avocats d'Epstein lors de l'affaire initiale de 2008 et était également, semble-t-il, un adepte des massages. Il a dit des choses plutôt intéressantes à ce sujet par le passé. Avez-vous déjà vu, monsieur, Epstein avec des mineurs? Non. Oh non. Si j'avais vu Jeffrey Epstein dans une situation inappropriée avec une mineure, j'aurais mis fin à ma relation et je l'aurais dénoncé. Certainement pas. Donc, vous êtes visiblement surpris par ces allégations. Nous avons été choqués par ces allégations, mais en tant qu'avocat pénaliste, être choqué par une allégation ne signifie pas que je ne défendrai pas quelqu'un. Alan Dershowitz a aidé à négocier ce que beaucoup ont critiqué comme un accord de plaidoyer indulgent pour Jeffrey Epstein en 2008. Dershowitz nie que l'accord ait été une aubaine, affirmant au contraire que les procureurs manquèrent de preuves pour inculper Epstein pour des accusations fédérales de trafic sexuel. Il était choqué. Mais plusieurs domestiques et victimes ont témoigné de l'implication de Dershowitz dans toutes ces choses sordides qui se passaient en coulisses. Mais il nie avoir jamais fait quoi que ce soit de répréhensible. Donc évidemment, il doit être innocent. On voit bien qu'il n'y a rien de louche là-dedans. Parce que il a appelé à plusieurs reprises Trump à gracier Ghislaine Maxwell, affirmant qu'elle est totalement innocente. Et que toute cette histoire n'est que mensonge. Donc oui, je suis sûr que le vieux Dershi serait aussi disponible pour répondre à quelques questions, cash. Je dis ça, je dis rien. Et puis il y a Ehud Barak, l'ancien premier ministre d'Israël et ex-chef du renseignement militaire israélien, qui, par coïncidence, a rendu visite à Epstein au moins 30 fois. Du moins, c'est ce que l'on sait entre 2013 et 2017. Contrairement à beaucoup d'autres visiteurs d'Epstein, Ehud a en fait eu la bonne idée d'essayer de cacher son visage en entrant et en sortant de la résidence d'Epstein, ce qu'il a fait chaque mois pendant 11 mois consécutifs, à partir de décembre 2015, ce qui est vraiment intéressant. Je n'arrive pas à imaginer pourquoi l'ancien chef du renseignement militaire israélien aurait un rendez-vous régulier avec ce type, qui semblait juste faire chanter des politiciens et des élites américains au nom d'un gouvernement étranger inconnu. Ah, c'est vrai! Bref, Ehud est un peu occupé en ce moment avec un autre programme d'espionnage qui tourne mal en Italie, mais je suis sûr qu'il pourrait peut-être, éventuellement, trouver un peu de temps dans son emploi du temps chargé pour parler de celui-ci. Et, bien sûr, il faut qu'on parle de Leslie Wexner, le financier. Parmi tous les riches qui sont encore en liberté après ce scandale, Leslie Wexner est, à bien des égards, le plus scandaleux. Wexner est le fondateur et ancien président de The Limited, ou L Brands, qui regroupe Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch et Hollister, parmi tant d'autres. Je souligne juste ces trois-là, car elles servaient toutes de façade à des réseaux de trafic sexuel. Et Leslie Wexner, bien qu'il ait prétendu faiblement qu'Epstein lui avait volé de l'argent et qu'il n'avait aucune idée de ce que son protégé Jeffrey faisait, il était à la fois la victime et le complice. Le financement et l'accès qu'Epstein utilisait pour s'en prendre à des adolescentes. Whitney Webb a rapporté dans One Nation Under Blackmail que Wexner avait signé une procuration générale en faveur d'Epstein, ce qui signifiait qu'Epstein avait un contrôle total sur tous les actifs financiers et commerciaux de Wexner. Il pouvait acheter, vendre et gérer tout ce que possédait Wexner au nom de Wexner, sans que ce dernier soit présent.
Cela permettait à Wexner de prétendre qu'il n'avait aucune idée de ce que faisait Epstein. Mais soyons honnêtes, Les. Soyons honnêtes, tu n'es pas devenu l'un des philanthropes juifs et pro-Israël les plus riches du monde sans savoir ce que tu faisais. Tu y es parvenu en t'alignant avec tes amis du groupe Mega et en finançant des opérations de chantage sexuel et de renseignement à travers le monde, tout en vendant simultanément des standards de beauté inaccessibles aux jeunes filles. Prétendument. Leslie Wexner est vraiment un sacré numéro. Whitney consacre tout un chapitre de son livre à ce sujet. Une fois, il a même avoué qu'il croyait être possédé par un démon maléfique appelé un D-Book. Ce démon le pousse à toujours avoir soif de plus de pouvoir et d'argent. Oui, évidemment, il n'avait aucune idée de ce que Jeffrey Epstein faisait pendant qu'il parcourait le monde en avion, se faisant passer pour un recruteur de Victoria's Secret, utilisant les comptes bancaires de Victoria's Secret pour acheter des propriétés valant plusieurs millions de dollars, des jets et autres. Ah oui, et j'ai failli oublier, c'est que une autre entreprise de mode et de mannequins, Abercrombie & Fitch, gérait aussi un réseau de trafic sexuel, ce qui était vraiment très gay. L'année dernière, on a appris que Mike Jeffries, le PDG d'Abercrombie, utilisait le catalogue de mannequins d'Abercrombie comme son menu personnel. Et il y avait des détails vraiment sordides dans les documents judiciaires, comme des victimes enfermées dans des pièces lors d'orgies, des sacs, des injections de drogue et bien plus encore. Ces allégations n'ont jamais été assez loin pour révéler l'ampleur réelle du trafic ou pour savoir s'il était exporté comme service à d'autres hommes puissants à travers le monde, de la même manière qu'Epstein le faisait avec Victoria's Secret, parce que le tribunal a statué cette année qu'il était inapte à être jugé en raison de démence et de la maladie d'Alzheimer. Donc, eh bien, il a trafiqué et violé tous ces jeunes garçons, j'imagine. Affaire classée, tout simplement. Oh, prétendument, d'ailleurs, prétendument. Il n'a jamais été jugé devant un tribunal. Nous n'en savons rien. Vous pouvez lire les documents par vous-même. Et je mentionne le vieux Mike parce qu'il a été spécifiquement placé là par Leslie Wexner, qui a racheté Abercrombie en 1988. Puis, en l'espace de quelques années seulement, ils ont fait appel à Jeffries pour reconstruire la marque, en ciblant particulièrement la clientèle adolescente. Je suis sûr que Leslie ne le pensait pas exactement dans ce sens-là. Certainement pas. Il n'en avait sûrement aucune idée. Il se trouve qu'il embauchait sans cesse des pédophiles pour diriger ses entreprises et gérer son argent. Quelle malchance pour Monsieur Wexner. Vraiment incroyable. Mais bref, je suppose que Monsieur Jeffries n'est pas disponible pour répondre à des questions car il serait apparemment désormais dans un état végétatif. Un vieux légume pervers et homosexuel. Mais maintenant, j'aimerais changer un peu de sujet. Passer des milliardaires qui semblent, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans l'organisation de trafic, à certaines des cibles les plus en vue qui sont encore disponibles pour être interrogées. Juste un petit échantillon de ceux que nous connaissons aujourd'hui pour donner à notre ami Cash une longueur d'avance. Comme David Copperfield. On peut encore le trouver aujourd'hui sur le strip de Las Vegas en 2025. J'ai été consterné de découvrir, lors de ma récente visite à la conférence Bitcoin, que ce type fait encore des spectacles de magie en 2025. Bref, Copperfield était l'un de ces noms inattendus qui sont apparus dans les dépositions de Johanna Sjoberg. Un peu comme lorsque tout le monde se grattait la tête. Trop parler de Stephen Hawking. Il aurait rencontré Epstein à plusieurs reprises et la police a retrouvé des dizaines de messages manuscrits de sa part au domicile d'Epstein. Johanna Sjoberg a affirmé qu'elle l'avait rencontré une fois lors d'un dîner chez Epstein et il lui a demandé si elle savait, je cite, que des filles étaient payées pour en trouver d'autres, ce qui, pris isolément, donne presque l'impression qu'il s'inquiétait et cherchait à en savoir plus pour voir s'il devait faire quelque chose à ce sujet. Copperfield a ensuite utilisé exactement cette histoire et la même logique lorsque la nouvelle de ses liens avec Epstein a éclaté. Et d'une certaine manière, c'est compréhensible. Sjoberg avait 20 ans à l'époque et a un peu éludé la question, donc ça se tient. Jusqu'à ce que vous cherchiez David Copperfield agression sexuelle sur Google, et là, oh là là. Soit il y a beaucoup de chercheuses d'or qui essaient de faire un Me Too à ce type, soit il était ami avec Epstein pour une raison. Il y a beaucoup d'accusations qu'il nie et honnêtement, il se pourrait que tout soit faux ou que des femmes, emportées par la frénésie du mouvement Me Too, transforment des aventures alcoolisées en accusations. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Copperfield admet ouvertement s'être lié d'amitié avec une fan de 15 ans lorsqu'elle est venue à l'un de ses spectacles, puis avoir entretenu une amitié avec elle, lui envoyant des cadeaux et des billets, mais sans la manipuler. Non, il ne l'a certainement pas manipulée.
Et puis, dès qu'elle a eu 18 ans, il a commencé à coucher avec elle et a continué ainsi pendant les 4 années suivantes. Donc, c'est vraiment super gênant. Sérieusement, mec. Peut-être que toutes ces autres accusations sont plus que de simples accusations. Peut-être. Bref, Cash, tu pourrais croiser ce type n'importe quelle nuit sur le strip de Las Vegas. Son visage fait genre 18 mètres de haut partout là-bas. Tu ne peux vraiment pas le rater. Évidemment, il y a aussi Bill Clinton qui, quand il n'est pas en train de gracier son frère trafiquant de coke ou de se faire tailler un cigare par Monica Lewinsky, il semblerait, selon Sjoberg, qu'il les préfère jeunes. Une citation qui est désormais tristement célèbre. Jeffrey Epstein a rendu visite à la Maison-Blanche de Clinton pas moins de 17 fois, souvent accompagné de diverses femmes magnifiques à son bras. Et je dirais que Cash devrait parler à la personne qui l'a laissé entrer là-dedans, sauf qu'il ne le peut pas. Parce qu'il s'appelle Mark Middleton, et il s'est commodément suicidé il y a quelques années en se tirant une balle de fusil de chasse dans la poitrine, arme qui n'a pas été retrouvée sur les lieux du crime, tout en se pendant avec un câble électrique, le tout attaché à un arbre. Véridique. Mais d'autres hommes politiques influents que Cash pourrait vouloir enquêter incluent George Mitchell, l'ancien chef de la majorité démocrate au Sénat, à qui Jeffrey aurait prétendument dit qu'elle avait été livrée pour des relations sexuelles, ainsi que l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson. Et Bill Richardson est un élément clé de ce puzzle, car Epstein a choisi d'installer son ranch au Nouveau-Mexique. Et il y avait pas mal de paperasse administrative à laquelle il a dû faire face pour acquérir le terrain et y installer une piste d'atterrissage sans aucune inspection. Et tout ce genre de tracas. Et je ne suis pas le seul à soupçonner que Bill Richardson rendait service à Epstein pendant que les filles d'Epstein étaient, disons, servies aussi, enfin soi-disant. Et d'ailleurs, le ranch Zorro est toujours là-bas. Je me suis rendu jusqu'à ces grilles il y a seulement quelques mois et j'ai fouiné un peu autour. Je parie que Cash pourrait trouver une excuse pour devoir aller creuser dans le sous-sol là-bas ou quelque chose comme ça. Ou au moins enquêter sur qui diable l'a acheté et pourquoi. Parce que je pense qu'on sait tous que qui que ce soit qui l'a acheté, il a quelques explications à donner. Et enfin, pour aujourd'hui, nous arrivons à Glenn et Eva Dubin. Ces deux-là illustrent un tout autre aspect des affaires d'Epstein, à savoir le rôle d'entremetteur. Glenn Dubin aurait été le premier homme auquel Epstein a livré Virginia Giuffre lorsqu'elle avait 16 ans. Et Eva Anderson Dubin est l'ex-petite amie de Jeffrey Epstein avec qui il est resté 10 ans. Et 10 ans, c'est un chiffre qui n'a même pas de sens quand on parle de Jeffrey Epstein et de sa petite amie. Enfin bref. Glenn Dubin est un milliardaire gérant de fonds spéculatifs, fondateur de Highbridge Capital. Peu de temps après, Epstein présenta Glenn à Jess Staley, qui était un cadre supérieur chez JP Morgan. Glenn Dubin a vendu Highbridge à JP Morgan sur une période de plusieurs années pour plusieurs milliards de dollars. Il est resté PDG. C'était donc une relation très lucrative, même avant l'échange de la petite amie top modèle, une petite amie qui, apparemment, aurait aussi été d'accord avec d'autres penchants de Glenn. Parce que la chef personnelle des Dubin, Debra Rizzo, et son mari, Rinaldo Rizzo, ont témoigné lors de leur déposition qu'à la fin de 2004 ou au début de 2005, Eva a amené une jeune fille à la maison et lui a dit de s'asseoir et d'attendre dans la cuisine. Rizzo pouvait voir que la jeune fille était bouleversée et tremblait. Et lorsqu'ils se sont retrouvés seuls avec elle un court instant, elle a commencé à expliquer qu'elle était forcée de commettre des actes sexuels pour Jeffrey Epstein. Mais quand ils entendent Eva revenir, la jeune fille se tait et Eva entre et dit qu'elle travaillera pour elle en ville. D'autres reportages ont relevé un détail important de la déposition. Le passeport de la jeune fille aurait été confisqué, la piégeant ainsi avec ses ravisseurs. Prétendument. Cela revient avec plusieurs filles différentes dans plusieurs parties de toute cette histoire. Monsieur, Rizzo aurait également vu Ghislaine Maxwell faire des choses très dérangeantes avec un groupe de jeunes filles mineures à un moment donné. Je suis sûr que Cash pourrait aller parler aux Rizzo. Ils étaient clairement des gens bien, pas du tout d'accord avec ce qui se passait. Mais Glenn et Eva Dubin, eux, étaient tout à fait d'accord avec ça et auraient même été impliqués. Et ils ont invité Epstein à dîner pour Thanksgiving, l'année après qu'il ait terminé sa peine de prison en 2009. Et ce fameux accord avantageux pour sollicitation de relations sexuelles avec une mineure. Eva a également plaidé en faveur d'Epstein auprès de son agent de probation, affirmant qu'elle se sentait, je cite, 100% à l'aise avec Jeffrey Epstein. Autour de mes enfants, ce qui n'est pas très rassurant quand on découvre toutes les accusations dans lesquelles elle est impliquée. Les Dubin étaient également extrêmement proches de Leslie Wexner, ou alors ils lui devaient une grosse faveur,
car il faisait partie des rares personnes à avoir jamais été autorisé à utiliser son yacht en son absence. Son équipage a même osé demander ce que M. Dubin faisait comme travail, tant ils étaient surpris de prendre la mer sans Wexner à bord. Je suis donc sûr que Cash pourrait retrouver ce charmant couple et leur poser quelques questions s'il en avait envie. Quelque chose me dit qu'ils en savent plus que simplement comment Epstein gérait les impôts des milliardaires. Mais on pourrait continuer encore et encore à parler de tous ces hommes riches et puissants qui prient, pour que les dossiers ne sortent jamais. Je n'ai même pas mentionné Bill Gates, ni Sergey Brin, ni Elon Musk, ni Donald Trump, qui sont tous impliqués à des degrés divers par leur relation avec Epstein. Et encore une fois, on ne sait pas vraiment à quel point la plupart de ces personnes sont coupables. Il y a beaucoup d'allégations et de liens ténus à établir. Mais théoriquement, Kash Patel est littéralement le type censé partir à la recherche de ces réponses pour nous. Pour que des connards comme moi n'aient pas à spéculer sur Internet. Mais, étant donné qu'il s'agit peut-être de l'une des questions de sécurité nationale les plus urgentes et qu'elle compromet probablement encore bon nombre de nos plus hauts responsables gouvernementaux et d'entreprises, à ce jour, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Et Cash semble penser que son travail consiste simplement à nous lire la version officielle de l'étouffement de l'affaire. Nous allons bientôt aborder l'endroit le plus évident où Cash pourrait commencer son enquête. Mais d'abord, faisons une pause. Je veux vous parler de Bean. Passez-vous vos nuits à vous retourner dans votre lit, à mal dormir, puis à vous traîner le lendemain complètement épuisé? Si c'est votre cas, vous devez absolument essayer la Dream Powder de Beam. Beam a été fièrement fondé en Amérique et est dirigé par des personnes qui partagent de nos valeurs, le travail acharné, l'intégrité et la recherche de résultats. C'est un mélange sain pour la nuit, rempli d'ingrédients dont l'efficacité est prouvée scientifiquement pour améliorer le sommeil, afin que vous puissiez vous réveiller reposé et prêt à affronter la journée. Dream est composé d'un puissant mélange d'ingrédients entièrement naturels. Reishi, magnésium, L-théanine, apigénine et mélatonine. Il est conçu pour vous aider à vous endormir, à rester endormi et à vous réveiller en pleine forme. Et contrairement à d'autres aides au sommeil, il n'y a aucune somnolence le lendemain, juste un sommeil profond et réparateur. En plus, Dream a un goût incroyable et c'est devenu une partie non seulement de ma routine du soir, mais aussi de celle de mon équipe. C'est simple, facile et efficace. Voici l'offre. Beam offre à mes auditeurs la remise Patriot Ultime jusqu'à 40% de réduction. Essayez leur best-seller, la Dream Powder, et bénéficiez jusqu'à 40% de réduction pour une durée limitée. Allez sur shopbeam.com/Ian et utilisez le code Ian lors du paiement. C'est shopbeam.com/Ian et utilisez le code Ian pour bénéficier de jusqu'à 40% de réduction. Dormez mieux, réveillez-vous plus fort et soyez prêts pour votre famille, votre travail et votre pays. Très bien, nous avons parlé de beaucoup de Johns, mais un point de départ bien plus concret pour creuser serait un groupe de personnes bien plus informées et bien plus vulnérables aux interrogatoires du FBI, à savoir les femmes qui ont aidé Epstein à commettre ces crimes. Car la triste vérité de cette histoire, c'est que sans les femmes qui ont agi comme proxénètes et recruteuses pour Epstein, toute cette opération n'aurait jamais été possible. Vous connaissez déjà tous Ghislaine Maxwell, donc nous allons passer sur elle pour aujourd'hui. Et nous allons nous intéresser aux deux autres femmes dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. En tête de cette liste se trouve Sarah Kellan, qui était la femme de confiance de Ghislaine et qui, selon certains témoignages, était encore plus responsable du fonctionnement quotidien de l'opération que Maxwell elle-même. Sarah Kellan a presque certainement été d'abord une victime, qui a ensuite été manipulée pour occuper un poste de plus en plus important dans le recrutement, la planification et la gestion des victimes d'Epstein. Elle savait ce qui se passait, où cela se passait, quand cela se passait et qui était impliqué. Elle tenait des registres, passait des appels, organisait des réunions, des prises en charge, des déposes et bien plus encore. Elle sait sans aucun doute suffisamment de choses pour faire éclater toute l'affaire au grand jour. Prétendument. Prétendument? Aujourd'hui, elle est multimillionnaire, mariée au pilote de NASCAR Brian Vickers. Elle vit simplement sa vie, comme une personne riche et normale à New York. Sauf, bien sûr, quand elle séjourne dans son penthouse à 6 millions de dollars à Miami. C'est là que tout devient vraiment exaspérant et insensé. Ce n'est pas une accusation non prouvée. Nous savons, de façon certaine, qu'elle a travaillé pour Epstein dans ce genre de rôle. Et le fait que Ghislaine Maxwell ait été condamnée à 20 ans de prison pour son implication dans l'opération établit un précédent judiciaire clair pour poursuivre les autres femmes qui ont occupé des rôles similaires. Le fait que Cash n'en ait probablement même pas connaissance est criminel et, franchement, plutôt embarrassant. Il n'y a absolument aucune raison pour que cette femme soit en liberté, menant la grande vie comme si rien ne s'était jamais passé.
alors que les victimes d'Epstein vivent avec un traumatisme et une souffrance à vie. Elle est facile à retrouver. Elle est mariée à un pilote de NASCAR. Et en fait, justement l'autre jour, ma copine a trouvé un article pendant qu'on était à l'épicerie et il s'avère que notre gars, Brian Vickers, en a assez. Il en a fini d'être marié à l'assistante personnelle d'Epstein et il demande le divorce tout en mettant fin à sa pause sur les réseaux sociaux. Bonne décision, mec. Bonne décision. C'est le moment idéal pour parler à Sarah Cash, je dis ça comme ça. Ensuite, il y a Leslie Groff, qui a été l'assistante personnelle d'Epstein pendant presque 20 ans. Elle a été nommée dans l'accord de plaidoyer de 2008 comme possible co-conspiratrice. Elle organisait aussi les voyages, l'hébergement et planifiait l'arrivée du flot incessant de jeunes filles mineures violées par Epstein. Elle pourrait aussi tout révéler au grand jour. Elle saurait tout sur qui recevait des massages, qui les donnait, comment fonctionnait l'organisation de l'intérieur, et elle se promène encore librement aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais vous voyez l'idée? Il y a des réponses quelque part, et ces personnes sont toujours en vie, se promenant avec tous les secrets. Vous pourriez avoir besoin de tout dévoiler pour résoudre cette affaire. Si vous faisiez votre travail et enquêtiez réellement, au lieu de participer aveuglément à l'étouffement de l'affaire, vous êtes le Bureau fédéral d'enquête. Votre travail est de résoudre des crimes, pas de déclassifier de faux documents laissés par vos prédécesseurs corrompus. Parce que la chose la plus importante à retenir dans tout cela, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'Epstein travaillait pour une ou plusieurs agences de renseignement. C'était un espion. Ce n'était pas juste un pédophile quelconque. C'est une question de sécurité nationale. Et tous les moyens de chantage qu'il a collectés, une grande partie des fruits de ses opérations, sont encore en jeu. Et j'attends toujours un argument convaincant selon lequel son principal employeur était quelqu'un d'autre que le renseignement militaire israélien. Whitney Webb expose clairement toutes les preuves et les sources nécessaires pour comprendre cette hypothèse dans son livre en 2 parties, One Nation Under Blackmail. Mais même s'il ne travaillait pas pour Israël, imaginons simplement que cette organisation, composée d'une bande de milliardaires juifs, travaillait pour l'Iran ou la Chine, ou même pour la CIA, et non pour Israël. Alors cela reste une question de sécurité nationale, une sécurité nationale urgente. Avoir une seule fuite, une seule taube dans notre gouvernement est une question de sécurité nationale urgente. Mais là, nous parlons d'un réseau entier, assez vaste et assez puissant. Remettre en liquide une boîte vide de dossiers officiels du FBI qui ne montrent rien, alors que nous savons que le FBI a confisqué des bandes de chantage dans son manoir contenant des enregistrements de nombreuses personnes puissantes ayant des relations sexuelles avec des mineurs. Nous savons qu'Epstein gardait des trophées, comme un grand tableau de Bill Clinton portant une robe bleue. Nous savons qu'il était, d'une certaine manière, proche du premier ministre israélien de l'époque et de l'ancien chef du renseignement militaire israélien. Nous savons qu'il était ami avec à peu près tout le monde de son époque, des dirigeants des plus grandes entreprises technologiques et banques du monde, à de nombreuses grandes figures d'Hollywood, jusqu'aux anciens et aussi actuels présidents des États-Unis. Donc, naturellement. Personne n'est vraiment content de Cash en ce moment. Personnellement, j'ai tendance à croire qu'il nous dit sa propre vérité, la vérité de ce qu'il voit et découvre. Je sais juste que, s'il n'est pas au courant des rapports sur les caméras de surveillance défectueuses devant la cellule d'Epstein et des autres autopsies, alors de combien d'autres éléments de cette histoire n'est-il pas au courant? Parce que les réponses ne viendront pas des restes de l'administration Biden. Elles viendront de quelqu'un de puissant ayant l'autorité de poursuivre l'affaire. En creusant parmi les centaines de pistes ouvertes disséminées à travers l'Amérique et le monde. J'ai laissé ici, dans cet épisode, quelques dizaines de pistes non résolues. Pour en savoir plus, lisez One Nation Under Blackmail de Whitney Webb ou suivez l'un des incroyables journalistes indépendants qui enquêtent sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Quant à la question par laquelle nous avons tous commencé et la position sur laquelle Cash semble prêt à se battre jusqu'au bout, Jeffrey Epstein s'est-il suicidé? Je ne sais pas. Beaucoup ignorent qu'Epstein a déposé un Nouveau Testament dans les îles Vierges quelques jours seulement avant de s'être soi-disant suicidé, ce qui veut dire quelque chose. Je ne sais pas vraiment quoi, mais cela signifie quelque chose. Je pense qu'il est possible qu'il se soit suicidé, mais honnêtement, si vous allez répéter des théories du complot farfelu, comme Jeffrey, Epstein aurait réussi à se briser le cou en se pendant avec un drap dans sa cellule, tout en coupant les caméras et en endormant les gardiens à l'extérieur. Alors autant aller faire un tour du côté des théories du complot selon lesquelles Epstein n'est pas mort. Tant que vous y êtes, dans la ville des fous. Parce que cela vous plaise ou non, c'est quand même un peu étrange.
que le nez d'Epstein mort semblait crochu, alors que celui d'Epstein vivant était droit, et que les oreilles d'Epstein mort semblent avoir un cartilage nettement différent de celui d'Epstein vivant. En fait, cela nous amène à la seule version positive de ce qui se passe en ce moment, à savoir une théorie qui circule depuis un certain temps. Et cette théorie a été relancée tout récemment par Chase Geiser d'Infowars, selon laquelle Epstein pourrait être sous protection des témoins, ce qui, au premier abord, ressemble à une théorie du complot complètement folle. Quoi, tu es en train de me dire qu'ils ont simulé sa mort et sorti un sosie mort ou une fausse autopsie et tout ce délire juste pour protéger Jeffrey Epstein? Et en réalité, ce n'est pas aussi fou qu'on pourrait le croire. En fait, si vous vouliez vraiment poursuivre le réseau Epstein, il vous faudrait le retirer du jeu. Assez longtemps pour monter votre dossier, de peur qu'il ne soit réellement assassiné par la faction que vous essayez de poursuivre, comme tout le monde le croit actuellement. Les agences de renseignement, le crime organisé et même de simples célébrités utilisent des sosies depuis des années. La CIA dispose de masques en silicone quasiment impossibles à détecter depuis au moins les années 90. Lorsque la responsable du service de déguisement de la CIA est entrée à la Maison-Blanche en portant l'un de ses masques et a informé le président sur cette technologie, sans que lui ni les agents du secret service ne sachent qu'elle était déguisée, jusqu'à ce qu'elle enlève le masque. Il y a tout un TED Talk à ce sujet. Vous pouvez le regarder. J'ai fait des vidéos à ce sujet. C'est dingue. Mais la principale raison pour laquelle tout le monde à droite est aussi choqué par Kash et Dan en ce moment, c'est qu'ils étaient des personnes honnêtes et intègres avant d'entrer dans l'administration. Dan penchait clairement à droite, mais tous deux avaient fait leurs preuves en dénonçant la corruption et en réclamant des actions concernant les dossiers Epstein. Leur revirement total dès leur entrée en fonction est vraiment étrange, et il n'existe aucune explication convaincante à ce changement d'attitude, si ce n'est l'existence d'une vaste et extrêmement puissante opération de chantage menaçant leur vie ou celle de leur famille. Ou peut-être une version de cette théorie de protection des témoins. De plus, souvenez-vous de cette vidéo vraiment étrange que nous avons reçue de Megyn Kelly en janvier 2024. Nous n'en avons pas fini avec Jeffrey Epstein, je peux vous l'affirmer. Je ne peux pas vous dire comment je le sais, mais je peux vous assurer que nous allons beaucoup entendre parler de Jeffrey Epstein dans l'année à venir. Et il se pourrait même que vous l'entendiez directement. Je vous en dirai plus dès que j'en aurai le droit. Eh bien, je ne sais toujours pas. Quoi penser de tout ça, vraiment? Si elle fait allusion à toute cette théorie de protection des témoins, alors elle a vraiment pris de l'avance sur ce rapport. Mais qui sait? Il serait difficile d'empêcher tout le monde d'entendre des rumeurs sur une telle opération si c'était vraiment ce qui se passait. Il pourrait y avoir des chuchotements et des fuites vers des journalistes bien connectés comme Meghan. Donc en fait, si vous voulez une théorie du complot optimiste, alors réfléchissez à celle-là un moment. Cependant, la phrase clé dans tout ce que nous venons de dire était « Si vous étiez vraiment sérieux à propos de la poursuite du réseau Jeffrey Epstein ». Et c'est un sacré « si ». Mais de toute façon, nous aurons probablement des réponses à ce sujet dans l'année ou les 4 années à venir. Ce qui est drôle, c'est que, et c'est la partie que Kash, parmi tous, devrait bien connaître depuis Russiagate, c'est que, à un certain moment, l'histoire officielle devient tellement improbable et l'accumulation de preuves si absolue que c'est en réalité, elle, la théorie du complot. Parce que, oui, peut-être qu'Epstein n'était qu'un pédophile ordinaire que le père de Bill Barr a embauché pour un poste d'enseignant pour lequel il n'avait aucune qualification. Ensuite, il a réussi à duper quelques dizaines des personnes les plus riches, intelligentes et impitoyables du monde pour qu'elles lui confient la gestion de leur argent alors qu'il n'avait aucun CV. Et puis, il n'a pas du tout géré leur argent, mais il a réussi à se bâtir un empire de trafic sexuel avec des bateaux, des avions, des villas et une île. Et il a aussi emmené cet empire directement à la Maison-Blanche à 17 reprises. Et il a également voyagé autour du monde avec le prince d'Angleterre. Et il a juste eu de la chance avec son accord avantageux. Et Alex Acosta a simplement mal compris toute cette histoire de renseignement et il n'a jamais rectifié les faits. Et il était simplement ami avec Ehud Barak parce qu'ils aimaient jouer à la toupie ensemble une fois par mois dans son manoir, pendant que des jeunes filles mineures allaient et venaient dans la maison. Mais Ehud n'a rien remarqué de tout cela, et aucun des autres milliardaires qui se promènent encore librement aujourd'hui non plus, y compris plusieurs qui dirigent actuellement notre gouvernement et orchestrent une pandémie massive, enfin des réponses à la pandémie. Et finalement, la chance de Jeffrey a simplement tourné, et il est tombé comme n'importe quel vulgaire criminel. Mais si vous voulez mon avis, il faudrait vraiment être un fou de théorie du complot pour croire à quelque chose d'aussi ridicule. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir cliqué sur « J'aime » pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Kansas et de suivre le lien dans la description pour aller sur ma chaîne Ian Carroll Show et vous abonner là-bas aussi.
Buvez un peu d'eau, dites à quelqu'un que vous l'aimez ce soir, dormez bien et on se retrouve demain.